Pour les Iraniens, Chiraz a la réputation d'être la ville des roses, des poètes, des jardins, de l'amour et autrefois du vin. Nous voici dans la roseraie du jardin le plus fréquenté de Chiraz, le Bagh-e-Ehram, le jardin du paradis, dont l'origine remonte au XIe siècle. Initialement réservé à l'élite de la ville, ce jardin devenu public est désormais rattaché à l'université de Chiraz, et les étudiants sont nombreux à le fréquenter après les cours. Le cœur du jardin est occupé par un pavillon de l'époque Qadjar, vers lequel convergent les bassins. Comme plusieurs autres dans le pays, le jardin d'Ehram est inscrit sur la liste du patrimoine mondial sous l'appellation de jardin persan. Dans les branches, ces visiteuses cueillent de délicieuses mûres blanches. Ce pavillon, conçu par le français André Godard en 1935, abrite le mausolée du grand poète lyrique du XIVe siècle, Hafez. Pour le voyageur occidental, le respect et la ferveur dont font preuve les Iraniens à l'égard des poètes persans est un sujet d'étonnement. La pierre tombale d'Hafez est gravée de poèmes extraits de son œuvre majeure, le Diwan. Ces poèmes évoquent les plaisirs de la nature et le mystère qui préside au destin de l'homme. Comme on l'a vu avec les perruches et la tradition du Fahl el-Hafez, il se prête à de multiples interprétations, entre divin et charnel, qui valent au poète son immense popularité. Saadi est l'autre grand poète né à Chiraz au XIIe siècle. Son mausolée est également l'œuvre de André Godard. Dans ses poèmes, Saadi exaltait l'amour, tant physique que mystique, dans des termes simples et expressifs. Selon les Persans, Hafez habite la tête et Saadi le cœur. Les poèmes de Saadi sont entourés des roses qu'il aimait tant. Le sous-sol du mausolée abrite une maison de thé qui s'organise autour d'un bassin où les visiteurs jettent parfois une pièce en formant un vœu. La mosquée Vakil de Chiraz a été fondée dans la deuxième partie du XVIIIe siècle sous l'éphémère dynastie des Zandes, fondée par le régent Karim Khan. Organisée autour d'une cour à 2 iwans, elle se caractérise par sa belle décoration florale à dominante de rose. Le minbar a été sculpté dans un bloc d'albâtre, transporté depuis l'Azerbaïdjan. À quelques pas de la mosquée, le hammam Vakil, dont la construction remonte également au règne de Karim Khan, a été restauré fidèlement à la fin des années 1990. Tout d'abord aménagé en restaurant, il est désormais devenu le musée des bains. Des mannequins illustrent la façon dont les habitants de Chiraz se relaxaient près de la fontaine après leur bain dans la salle chaude.
Si l'on devait désigner le bazar le plus pittoresque d'Iran, nul doute que le bazar Vakil de Chiraz serait sur le podium. Arpenter ces allées au hasard de la flânerie, sans se soucier du temps, est un réel bonheur pour le voyageur. Chez ce boulanger, on prépare le pain sangak. De forme rectangulaire et à base de blé complet, il a la particularité d'être cuit sur un lit de petites pierres. Ce procédé demande de la main-d'œuvre, puisqu'à la sortie de la cuisson, il faut débarrasser le pain des pierres restées collées. Et c'est au bord du bassin du caravansérail Saraye Moshir que s'achève notre longue déambulation dans le bazar Vakil. La pluie s'est invitée pour notre visite de la maison Kavam et du jardin Narenjestan, du nom des orangers qui bordent sa cour centrale. Érigé sous la dynastie Zend à la fin du XIXe siècle par la famille Kavam al-Molk, ce Biruni, ce pavillon de réception, illustre le train de vie des riches marchands de l'époque. Sur le fronton du pavillon sont figurés des lions arborant des sabres, un emblème que les Pahlavis adopteront plus tard comme symbole de leur royauté. À l'intérieur, l'élégance et le raffinement du décor puisent largement leur inspiration dans l'Europe de la fin du XIXe siècle. Sur le mur du pavillon fermant le jardin, des carreaux de céramique dépeignent les divertissements de la haute société Kadjar. Avec ce trio de serviteurs et une scène de chasse au lion qu'on croirait sortie de Tintin au Congo. Le pavillon du Narenjestan était l'espace public de réception de la maison Zinat al-Molk, le Biruni. Un passage souterrain le reliait à la résidence privée Landarouni.
Nous voici dans la vaste cour du mausolée de Shah Cheragh, en persan le roi de la lumière. C'est le plus important lieu de pèlerinage chiite de Chiraz. Le Shah Cheragh regroupe les mausolées respectifs de deux fils de Moussa, le 7e imam chiite. Le sanctuaire principal est dédié à Amir Ahmad, frère de l'imam Reza, qui mourut à Chiraz en 835. Les premiers bâtiments érigés en son honneur datent du XIIIe siècle. Ils ont été restaurés à de nombreuses reprises, notamment suite à des séismes. En raison de la cérémonie en cours, nous n'avons pas pu pénétrer dans ce mausolée. Lors de mon précédent voyage, le site était interdit aux non-musulmans. Il est désormais possible de le visiter sous la conduite d'une guide bénévole et à condition pour les femmes de se revêtir d'un tchador. Le second sanctuaire est dédié à Mir Muhammad, un autre frère de l'imam Reza. La citadelle de Karim Khan est le seul vestige de l'ancien palais royal des Zend, cette dynastie qui avait choisi Chiraz comme éphémère capitale de son royaume au XVIIIe siècle. Au-dessus du portail est figuré Rostam, le héros de la Perse mythique, terrassant le démon blanc. Parmi toutes les mosquées de Chiraz, Nasir al-Molk est sans conteste la plus célèbre et la plus visitée. Celle qu'on surnomme la mosquée rose avait été construite sous les Qadjars à la fin du XIXe siècle. Elle avait pour particularité d'être réservée aux femmes. Ces décors de faïence sont parmi les plus raffinés de tout le pays, avec une profusion de roses encadrant des paysages urbains. Chaque matin, la mosquée attire une foule de visiteurs, car le soleil passant à travers les vitraux de la salle de prière d'hiver y compose un magnifique kaléidoscope de couleurs. À environ 2 heures de route, au nord-est de Chiraz, se dressent les vestiges d'une des plus importantes capitales de l'Antiquité, inscrite au patrimoine mondial depuis 2004. Au VIe siècle avant notre ère, Pasargades fut en effet choisi comme capitale
par le grand roi achéménide Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Le site archéologique couvre 1,6 km². Les archéologues y ont dégagé les vestiges de 2 palais royaux, constitués de salles hypostyles, dont les plafonds étaient soutenus par de multiples rangées de colonnes. Des fragments de bas-relief sont encore visibles sur quelques jambages de portes, comme cet homme à queue de poisson. Cet autre édifice devait correspondre à l'ancienne entrée du complexe palatial. Son portail a conservé une belle figure ailée, symbole de Cyrus le Grand. C'est le plus ancien bas-relief achéménide intact retrouvé à ce jour. Cette inscription en écriture cunéiforme proclame dans les 3 langues de l'Empire achéménide, le vieux perse, l'élamite et l'akkadien, « Moi Cyrus, le roi, l'Achéménide ». Pasargadès était aussi doté de jardins, alimentés par des canaux. Ce sont les plus anciens représentants du concept perse de jardin de paradis. Nommé aujourd'hui prison de Salomon, la fonction réelle de ce bâtiment reste discutée. Peut-être s'agissait-il d'un tombeau ou bien d'un temple du feu. La forteresse Tal et Tact surplombe le site de Pasargadès. Elle fut utilisée jusqu'à la période sassanide. Au pied des montagnes, à Pasargadès, s'élève l'imposant mausolée de Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse, de la dynastie des Achéménides. Il aurait été érigé en 530 avant notre ère. Selon les historiens grecs antiques, 2 siècles plus tard, après qu'Alexandre le Grand eut détruit Persépolis, il fut fâché de constater que la sépulture supposée de Cyrus avait été profanée. Il exigea que la tombe de celui dont il se considérait comme l'héritier soit restaurée. Cinq siècles avant notre ère, Darius Ier décida de la construction de Persépolis afin d'élever une capitale prestigieuse pour l'Empire achéménide, succédant ainsi à Pasargadès. Il fit construire le complexe palatial au sommet d'une impressionnante terrasse qui s'appuyait sur le pied de la montagne Kou et Ramat. Le mur d'enceinte était composé d'énormes pierres de taille, ajustées sans mortier et fixées au moyen de chevilles métalliques. Le visiteur pénétrait dans Persépolis par un escalier monumental. La faible pente facilitait l'accès aux dignitaires âgés ainsi qu'aux cavaliers. L'escalier débouchait sur la porte des nations, gardée par 2 imposants taureaux d'inspiration assyrienne. À la vision de ces taureaux, le visiteur devait ressentir toute la puissance de l'Empire perse. Par cette inscription, gravée dans 3 des langues majeures de l'Empire, le roi Xerxès, fils de Darius, rend grâce au dieu Ahura Mazda. À partir de la porte des nations, une salle à colonnes conduisait à l'allée des processions, gardée par 2 statues représentant des hommes taureaux ailés. L'allée des processions débouchait ensuite sur une porte, encadrée par des chevaux, dont les statues sont restées inachevées.
La Padana, la grande salle d'audience de Darius, était construite sur un socle surélevé. Son escalier nord était gravé de bas-reliefs représentant des gardes Mèdes et Perses, ainsi qu'une délégation d'émissaires de Bactriane amenant un chameau en offrande. Dans la Padana se dressaient 6 rangées de 6 colonnes cannelées qui supportaient une toiture en bois richement ornée. Les chapiteaux étaient peints à l'effigie de taureaux et de lions. Au sud de la Padana se dressait le Tachara, le palais privé de Darius. Les murs des palais de Persépolis étaient composés de briques crues. La rampe de l'escalier sud du Tachara est ornée d'une procession de personnages apportant des chèvres sauvages, des gazelles et divers récipients. Il s'agirait de prêtres venus de lieux saints zoroastriens qui apportent le nécessaire pour des cérémonies. Au pied de l'escalier, des gardes se font face autour d'une stèle trilingue gravée en écriture cunéiforme. Sur ce mur est gravé le disque ailé, symbolisant Ahura Mazda, le dieu zoroastrien. L'angle sud-est de la terrasse de Persépolis était occupé par le trésor, des entrepôts où l'on stockait lingots d'or, monnaie et objets précieux. Sur ce bas-relief, Darius est représenté en audience publique recevant un officiel mède. Sur la montagne qui domine le site, des tombeaux royaux avaient été creusés. Celui de Artaxerxès II représente le roi soutenu par les 28 nations vaincues. Le roi est figuré devant un autel du feu. Au-dessus, on retrouve le symbole de Ahura Mazda. La terrasse du tombeau offre une vue panoramique sur Persépolis. En contrebas, face à nous, s'élevait la salle aux 100 colonnes. Avec ses 4900 mètres carrés, c'était la plus vaste salle de réception de Persépolis. La plupart des colonnes étaient en bois, reposant sur une base de pierre. Elles ont toutes disparu. À l'ouest de la salle aux 100 colonnes, le roi est représenté dans une scène de chasse au lion. Le tripylon tient son nom de ses 3 entrées. C'était un petit palais accessible par ce bel escalier sculpté. Le lion attaquant le taureau est un motif plusieurs fois répété sur les murs de Persépolis. Tout comme ses gardes perses au bonnet plat, alors que le garde mède porte un casque rond. L'escalier est de la Padana est le chef-d'œuvre de Persépolis, avec son défilé des représentants des nations vassales qui, à chaque nouvel an, apportaient des présents au souverain achéménide. Un garde perse, ou mède, guide chaque délégation par la main. Les Libyens amènent un bouquetin, ainsi qu'un char tiré par des chevaux.
Les envoyés de Drogjian, l'actuel sud-ouest de l'Afghanistan, offrent un bœuf, des lances et des boucliers. Un okapi et des défenses d'éléphants sont offerts par les Éthiopiens. Des émissaires du Gandhara, le nord-ouest de l'actuel Pakistan, conduisent le bœuf à bosse. Le chameau est amené de la Bactriane. Deux béliers viennent de Cilicie, au sud-est de l'Asie mineure. Les envoyés d'Arménie offrent un vase et un cheval. Le bœuf à bosse est offert par Babylone. Les Sogdiens, venus de la région de Samarcande, apportent un char, des bracelets d'or et des coupes. Viennent enfin des dignitaires perses et mèdes qui devisent en se tenant par la main. C'est en 330 avant notre ère qu'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, conquit Persépolis. Bien qu'elle se rendît sans résistance, ses habitants furent massacrés et la capitale fut pillée puis détruite dans un immense incendie, marquant ainsi la fin du premier empire perse. À quelques kilomètres au nord de Persépolis, les rois achéménides avaient fait bâtir leur nécropole sur la montagne de Naksh-Erostam. Les 4 tombeaux sont construits selon un même plan cruciforme. Ils sont attribués de gauche à droite à Darius II, Artaxerxès Ier, Darius le Grand et Xerxès. Mais en vérité, seul le tombeau de Darius le Grand comporte une inscription en cunéiforme qui permet de lui attribuer avec certitude cette sépulture. Au pied des tombeaux, des bas-reliefs ont été gravés 7 siècles plus tard par les souverains sassanides qui y firent représenter certains de leurs faits de gloire. Les historiens y voient là une tentative des Sassanides d'inscrire leur règne dans la lignée glorieuse des Achéménides. C'est aussi ce que fit le dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui en 1971 célébra à Persépolis, devant des chefs d'État et souverains venus du monde entier, le 2500e anniversaire de l'Empire perse. Sa gloire fut de courte durée puisque dès 1979, le peuple iranien le contraignait à l'exil, ce qui conduisit au funeste avènement de la République islamique de l'ayatollah Khomeini. En route vers le nord, en direction d'Ispahan, nous faisons un détour par la ville d'Abarkou, où nous attend un arbre majestueux surnommé le cyprès de Zarathustra. Haut de 25 mètres, cet arbre nous ramène au temps des pyramides d'Égypte, puisque son âge est estimé à environ 4000 ans, ce qui en ferait le plus vieil arbre d'Iran et probablement du continent asiatique. À Abarkou, ce yakshal avait pour fonction de conserver la glace. On y amenait de l'eau par des canaux afin qu'elle y gèle, ou bien on apportait directement de la glace prélevée sur les montagnes environnantes. Elle était disposée dans un puits et la hauteur du dôme permettait qu'elle soit conservée en restant toujours à l'ombre. La maison Aghazadeh à Abarkou possède l'une des plus belles tours à vent d'Iran. Ses multiples colonnes lui permettent de capter le moindre souffle de vent afin de rafraîchir les pièces situées en contrebas. Cette belle demeure date de la dynastie Kadjar.
La maison s'organisait autour du bassin central. Les différentes parties d'habitation étaient agencées pour que la famille vive dans l'aile adaptée à la saison. Cette maison, classée Trésor national d'Iran, figure sur tous les billets de banque de 20 000 riyals. En arrivant à Ispahan, une mauvaise surprise nous attendait. La Zayan Derud avait disparu. Depuis le début du siècle, ce cours d'eau dont le nom signifie « rivière fertile » ne coule quasiment plus jamais à Ispahan. L'eau est en effet captée en amont pour irriguer les cultures et elle approvisionne aussi par un canal les villes de Kerman avec ses champs de pistachiers et de Yazd. Ce détournement vient aggraver la sécheresse liée au réchauffement climatique. Et voilà à quoi ressemblait le pont Kajou en 2007 alors que la Zayan Derud s'écoulait encore. Comme ça. Mais vous pouvez imaginer qu'ici c'est 1,5 mètre. Le pont Kajou est un bel exemple d'architecture safavide du milieu du XVIIe siècle. Son niveau inférieur est ombragé et les jeunes viennent volontiers s'y détendre. L'allée centrale du pont était autrefois empruntée par des chevaux et des carrioles. Les piétons passaient par des cheminements latéraux. L'assèchement de la Zayan Derud provoque la colère des habitants d'Ispahan et le désespoir des paysans situés en aval. Nous longeons à présent la mosquée d'Ali, dont le minaret construit au milieu du XIIe siècle serait le plus ancien d'Ispahan. À quelques pas, le portail émaillé du mausolée de Haroun Velayat associe les effigies des ayatollahs Khomeini et Ramenei à des portraits de mollahs locaux. À l'entrée du sanctuaire, à gauche, on pénètre dans un vestibule décoré de peintures réalisées à l'époque Qadjar. Elle représente Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet, entouré de ses fils Hassan et Hussein. À gauche, Mahomet est figuré assis en prière. La tradition musulmane n'autorise pas de représentation du prophète. Son visage est voilé. On sait peu de choses sur Haroun Velayat, auquel ce sanctuaire est dédié, sinon qu'il serait le descendant de l'un des 12 imams, qui sont pour les chiites les successeurs spirituels et politiques de Mahomet. La mosquée du Vendredi d'Ispahan est une véritable encyclopédie de l'architecture islamique du XIe au XVIIIe siècle. Ainsi, elle fut la première à avoir adapté la configuration des palais sassanides à 4 iwan à l'architecture islamique, devenant ainsi un véritable prototype pour la conception des mosquées ultérieures. De belles colonnes de briques supportent les voûtes de la salle de prière principale. Flanqué de ces 2 minarets, l'Iwan Sud est le plus richement décoré. Ses moukarnas aux larges alvéoles, ornés de motifs géométriques, datent du XVe siècle. À l'arrière de l'Iwan Sud s'élève la vaste salle de Nizam al-Molk. C'est l'un des rares vestiges du XIe siècle à avoir résisté à l'incendie qui ravagea la mosquée en 1121.
La salle a conservé un mihrab émaillé de l'époque safavide. L'Iwan West se distingue au clocheton qui le surplombe. Au dos de l'Iwan West, le mihrab d'Ul-Jaitu Kodabande est un des trésors de la mosquée. Il est entouré de 2 minbars anciens. C'est un chef-d'œuvre de calligraphie en stuc et de motifs floraux, ciselés en 1310. Au-delà, une porte donne accès à la salle de prière d'hiver, dont les voûtes descendent jusqu'au sol. En traversant les colonnes au dos de l'Iwan Nord, on débouche sur le dôme de Taj al-Molk, l'une des plus belles coupoles de briques d'Iran, construite il y a plus de 1000 ans. Le plus remarquable est la façon dont les architectes sont passés du plan carré du sol au cercle de la coupole par une superposition d'arcs. En 2012, la mosquée Jamé d'Ispahan a été inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Un mollah traverse avec sa famille le pont Sharestan, le plus ancien d'Ispahan. Ces arches de pierre et de briques remontent en effet à la période seljoukide, au XIIe siècle. Elles reposent même sur des fondations de l'époque sassanide. Si la promenade est agréable, elle l'était bien davantage lorsque les eaux de la Zayanderud coulaient encore sous ces arches. La cathédrale Saint-Sauveur d'Ispahan a été construite au XVIIe siècle dans le quartier arménien de Djolfa. Une tour-clocher jouxte la cathédrale, elle-même surmontée d'une coupole dont la forme rappelle celle des mosquées. Les murs de la nef sont recouverts de céramique et de peintures d'inspiration européenne. La cathédrale témoigne de la liberté de culte dont bénéficient zoroastriens, chrétiens et juifs. Chacune de ces minorités dispose en effet de sièges réservés au Parlement iranien. Leur reconnaissance est notamment fondée sur le fait qu'elle précède l'islam, celui-ci partageant même avec les judéo-chrétiens des prophètes communs. En revanche, les musulmans sunnites sont ignorés et les Bahaïs, une secte issue du chiisme, sont réprimés car considérés comme des apostats. Un musée de la culture arménienne est installé dans ce bâtiment annexe. Quelques pierres tombales portant des inscriptions en arménien sont disposées au long du mur du musée. Située au centre d'une place d'Ispahan, cette tour massive n'est pas le vestige d'une fortification. La tour de Mardavitch était l'un des plus grands et des plus beaux pigeonniers d'Ispahan. Des siècles durant, Ispahan compta en effet sur les pigeons et leurs fientes pour lui fournir l'engrais qui fertilisait ses champs de melons. Les fientes étaient ramassées dans quelques 3000 tours à pigeons, abritant chacune environ 14 000 oiseaux. Ces tours étaient construites pour protéger les pigeons des prédateurs. La petite taille des trous d'entrée, situés au sommet, devait empêcher l'accès aux grands oiseaux tels que les faucons, les hiboux ou les corbeaux. Rendu inutile par l'utilisation des fertilisants industriels, il reste environ 700 pigeonniers dans les alentours d'Ispahan.
Dans ce petit parc, une famille vient grappiller de délicieuses mûres blanches. Le Siosépol enjambait autrefois la Zayanderud. De nos jours, on se promène dans le lit asséché de la rivière pour admirer l'harmonie des 33 arches édifiées sous le règne du roi safavide Shah Abbas Ier au début du XVIIe siècle. À l'époque, cette construction de briques, reposant sur des piliers en pierre, n'avait pas d'équivalent en Europe. Avec ses arcades situées sur les côtés et sous le pont, le Siosépol demeure, en dépit de l'absence d'eau, un lieu de promenade et de rendez-vous très fréquenté. En persan, Asht-Behesht signifie les 8 jardins du paradis. Ce petit palais est l'un des 2 seuls qui subsistent à Ispahan de la période safavide. La fraîcheur de son bassin et ses bons accueillants lui valent d'être apprécié tant par les anciens que par la jeunesse d'Ispahan. From France. France. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. On vient de Paris et on repart à Paris ce soir. Allez-vous? Merci. Merci beaucoup. Bienvenue, n'est-ce pas? Merci. Si les garçons peuvent danser et chanter dans les rues, de telles démonstrations sont strictement interdites aux femmes. Sous la République islamique, les moments de détente et de liberté sont confinés à la sphère privée. Le palais des 40 colonnes doit poétiquement son nom au reflet de ces 20 colonnes de bois dans le plan d'eau qui lui fait face. Ce palais, construit sous le règne de Shah Abbas Ier, était utilisé pour les cérémonies de couronnement et pour la réception des ambassadeurs. Des lions de pierre servent de socle aux 4 colonnes disposées autour du bassin central. Un iwan recouvert de miroirs conduit à la salle d'audience du roi. Le Tchetel Sotoun est décoré de peintures à la gloire de souverains de la dynastie safavide. Les scènes de réception et de banquet alternent avec des représentations de batailles historiques.
Les décors les plus charmants sont des scènes galantes, figurant des couples dans des jardins, dont les décors évoquent, par leur thème et leur style, l'art de la miniature persane. C'est vers l'an 1600 que Shah Abbas Ier fit édifier la place royale d'Ispahan, autour de laquelle s'élèvent encore 3 des plus beaux monuments de la ville, le palais d'Ali Kapou, la mosquée de l'Imam et la mosquée du cheikh Lotfola. La couleur très particulière du dôme de la mosquée du cheikh la rend reconnaissable entre toutes. Elle passe du crème au rose selon la lumière du jour. Si cette mosquée ne possède ni cour ni minaret, c'est parce que Shah Abbas Ier la fit construire pour son usage personnel et celui de sa famille. Par ce couloir coudé, on accède à la salle de prière. Le décor est composé de lambris d'onyx jaune et de céramique glacurée. Selon la légende, le reflet de la lumière sur la coupole dessine la queue d'un paon, emblème royal. Les torsades turquoises conduisent le regard vers la pointe des arcs, d'où s'élève le magnifique dôme, simplement éclairé par une couronne de fenêtres. La mosaïque de faïence est l'œuvre du grand calligraphe Ali Reza Abbasi. En persan, Ali Kapou signifie la porte haute. C'est le nom de ce passage voûté qui reliait la place à l'ancien palais safavide. Il est surmonté d'un large portique ouvert, le talar, dont le toit est soutenu par 18 colonnes de bois. Du haut du talar s'ouvre un panorama splendide sur la place du Shah. Dans le palais d'Ali Kapou, la salle du trône est ornée de décors animaliers.
Au dernier étage, le plafond de la salle de musique est percé d'alvéoles de stuc qui auraient pour effet d'améliorer l'acoustique de la pièce. Nous redescendons sur la vaste place Naksh-e-Jahan. Il y a 400 ans, un terrain de polo occupait une large partie de cette place. Elle en a d'ailleurs conservé les bornes de pierre qui servaient de but aux joueurs. Fermant le sud de la place, la mosquée du Shah est l'une des plus emblématiques d'Iran. Le portail de cette mosquée, le Pishtak, est bordé d'un arc de mosaïque à triple torsade qui conduit le regard vers les superbes muqarnas. Un couloir coudé conduit à la cour. Il a été conçu pour assurer une liaison harmonieuse entre le portail d'entrée, aligné sur la place, et l'orientation de la mosquée, tournée vers la Mecque. Des artisans travaillent à la restauration des mosaïques de l'Iwan Nord. L'Iwan Est est surplombé d'un petit édifice destiné à l'appel à la prière. Une madrasa, l'école coranique, borde le sanctuaire principal, dont le dôme est également en cours de restauration. La salle de prière principale est reconnaissable au mihrab et au minbar. Les mosaïques de faïence, à dominante bleue et jaune, associent décoration florale et calligraphie. La coupole est à double coque. À l'intérieur, le plafond est haut de 36 mètres, alors que le dôme extérieur s'élève à 51 mètres. L'espace entre les deux voûtes produit un écho exceptionnel. Ah, raté. Nous avons eu le privilège de visiter sereinement cette magnifique mosquée, car le lendemain débutait la période du Ramadan. Pour nous aussi, le moment était venu de quitter l'Iran, non sans une dernière soirée sur la somptueuse place du Shah. Si ce film témoigne de la richesse patrimoniale et historique de l'Iran, le pays possède un atout exceptionnel, dont il est difficile de rendre compte en images. Notre séjour fut en effet chaque jour ponctué de belles rencontres, de jolis sourires et de gestes accueillants, de ces moments qu'il vaut mieux vivre plutôt que de les filmer. À toutes celles et tous ceux que nous avons croisés, en guise de revoir, nous vous dédions ces vers d'Hafez.